Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Vous connaissez tous la date du 6 juin 44, celle du débarquement allié en Normandie. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un réembarquement, celui qui s'est déroulé du 26 mai au 4 juin à Dunkerque lors de la campagne de France. Épisode douloureux pour nous Français, mais sauvetage inespéré synonyme d'espoir pour les Anglais. Je vous emmènerai ensuite à la découverte du musée de l'opération Dynamo de Dunkerque en compagnie de son vice-président Olivier Vermèche, qui évoquera aussi le film Dunkerque et son impact sur le musée. Il nous donnera également son avis sur les polémiques qui subsistent entre Français et Anglais sur cette évacuation. Un programme chargé donc. Alors, c'est parti! Le 10 mai 1940, après 8 mois de drôle de guerre, les Allemands passent à l'attaque en Belgique et en Hollande. Cette manœuvre avait été anticipée par le haut commandement français qui envoie en Belgique le groupe d'armée numéro 1 du général Billotte. 776 000 hommes, dont les 236 000 Britanniques de la BEF du général Gort. Ils obtiennent même quelques succès contre les Allemands. Mais Hitler et son état-major ont eux aussi prévu cette réaction. Ils en profitent pour envoyer leurs panzers à travers la forêt des Ardennes, réputée infranchissable, et vont percer à Sedan. Le 14 mai, le général Gamelin et son entourage, médusés par cette attaque surprise de blindés, estiment déjà la bataille perdue. Ils ne disposent en effet d'aucune réserve pour les stopper. Le but des Allemands est de gagner la Manche et d'isoler ainsi les troupes franco-anglaises au nord. Le général Gort demande à Billotte de lancer une contre-attaque, mais sans succès. Le Premier ministre Churchill, après sa discussion avec le président du Conseil, Paul Reynaud, comprend qu'il ne peut plus compter sur le soutien français. Le 19 mai, Weygand remplace Gamelin, mais celui-ci veut revoir la situation avant de prendre des décisions. Le 20 mai, les Allemands atteignent Noyelles-sur-Mer dans la Manche. Et Churchill demande à l'amiral Ramsay de rassembler tout ce qui flotte. Le 21 mai, la BEF va tenter une contre-attaque vers Arras, aidée de 60 chars français qui vont donner du fil à retordre aux unités de Rommel. Mais faute de moyens, ils sont obligés de se retirer. Le 22 mai, Churchill rencontre Weygand et lui demande de laisser un couloir ouvert vers Dunkerque en cas de repli, sans annoncer son intention de réembarquement. Le 24 mai, alors que la pression s'exerce sur Boulogne et Calais, Hitler donne l'ordre curieux de stopper l'avancée. Les historiens ont tenté d'expliquer cette décision. Peur de manquer de carburant et de ravitaillement en cas de contre-attaque, laisser le mérite à la Luftwaffe de Göring d'agir seule, et la plus répandue, ne pas humilier les Anglais et leur laisser la possibilité de négocier une paix séparée. Quelle qu'en soit la raison, ce répit va permettre de se replier vers Dunkerque, malgré les bombardements et la présence de réfugiés qui encombrent les routes, mais aussi grâce à la résistance des 40 000 hommes du général Molinier
dans le secteur de l'île. Finalement, Anglais à l'est et Français à l'ouest vont se répartir un secteur de défense autour de Dunkerque. Le 26 mai, l'amiral Ramsay reçoit l'ordre de déclencher l'opération Dynamo. Une armada de bateaux éclairoclites quitte Douvres pour la côte française. Navires de guerre, bien sûr, mais aussi bateaux de pêche et de plaisance. L'objectif est de ramener 45 000 hommes dans les 2 jours. Reynaud, qui a été mis au courant, cache la finalité de l'opération à Végan. Ce même jour, Boulogne et Calais tombent aux mains des Allemands. De l'autre côté du front, l'armée belge craque et va finir par capituler. Les Anglais sont obligés de boucher les trous laissés vacants par cette défection. Le 27 mai, les premiers navires anglais, mais aussi français, arrivent devant la ville. On va utiliser la jetée longue d'1 kilomètre pour procéder aux embarquements. Mais les Stukas ont tôt fait de la détruire, faisant de nombreuses victimes. Les installations portuaires étant également inutilisables, on va créer des jetées artificielles à l'aide de camions. Les petits bateaux vont effectuer la navette entre les plages et les navires de transport plus au large pour ramener les soldats qui attendent parfois des heures dans l'eau. Ce premier jour, 7700 hommes sont embarqués. Ce chiffre ira crescendo dans les jours suivants pour atteindre son record le 1er juin avec 64 000 hommes, dont 32 000 Français. Malgré une résistance acharnée dans une ville pilonnée par l'artillerie, le périmètre de défense se rétrécit. Le 2 juin, les Anglais terminent leur embarquement, alors que 25 000 Français continuent de tenir et que 20 000 attendent leur embarquement. C'est alors que surgissent, tels des fantômes, 40 000 soldats perdus, débris de la première armée, et qui vont perturber les derniers embarquements. Le 4 juin, les Allemands prennent possession de la ville, faisant de nombreux prisonniers. Si l'opération Dynamo est un succès, il ne faut pas oublier son coût en vie humaine, autour de 20 000 côté allié, dont 1000 civils et 5000 soldats qui ont péri en mer. 200 bateaux ont été coulés et 200 autres endommagés. La RAF a perdu 177 avions et des tonnes de matériel ont été abandonnées. La ville de Dunkerque a été détruite à près de 90%. Ironie de l'histoire, les soldats français seront renvoyés quelques jours plus tard pour continuer la bataille de France. Et beaucoup seront capturés avant la capitulation du 22 juin 1940. Bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'Olivier Vermèche, vice-président du musée de l'opération Dynamo de Dunkerque. Olivier, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors avant de parler du musée proprement dit, pouvez-vous nous faire un petit rappel des circonstances de cette opération? Alors l'opération Dynamo, c'est je dirais une des conséquences de la stratégie militaire alliée franco-britannique. Les alliés, notamment les Français, ne voulaient pas que la stratégie et l'évolution du front se répercutent comme c'était passé en 14-18, notamment la course à la mer. D'accord, ouais. Donc Gamelin, qui était le chef d'état-major français, avait décidé de créer un plan qu'on appelle le plan d'Île-Bréda, qui était tout simplement en cas de déclenchement de l'invasion allemande, c'est d'arrêter les Allemands avant qu'ils atteignent la frontière française, donc ils arrêtaient à la frontière hollandaise et belge. Et dans
Voilà. Donc le 10 mai 1940. Voilà, il passe à Quand l'offensive. il passe à l'offensive, les Allemands avaient eu connaissance du plan français. D'accord. Donc ils attaquent la Hollande. Quand Ouais. ils attaquent la Hollande, Gabelin, état-major, avec Fait l'accord de monter les troupes, fait monter les troupes en Belgique, à la voilà, Belgique et vers la Hollande pour les arrêter. Pour les arrêter, oui. Donc il y a ce mouvement ascendant qui se met en place. Ouais. Et il attaque avec le plus gros de ses troupes à la charnière, justement, de ce mouvement ascendant, avec le mouvement, on dirait, fixe lié à la présence de la ligne Maginot vers l'est de la France. Et le 13 mai, il perce Sedan. Et 7 jours après, il a atteint la Manche. Oui, voilà. Donc, il y a une masse énorme. Voilà. Il y a 1 million à peu près d'hommes qui sont mis au D'accord, piège. qui sont au piège. Et tout doucement, cette menace va se resserrer vers le littoral Petit à petit, nord. parce qu'on peut pas opposer, il n'y a pas d'opposition. C'est très complexe puisque vous avez déjà l'armée qui reflue de Belgique, elle est accrochée déjà. Ils sont accrochés déjà. Ils sont pris par là. Ensuite, après ils sont pris en tenaille, voilà. Donc cette tenaille fait qu'à un moment, les Anglais se rendent compte que pour eux, la bataille est perdue et qu'il faut sauver leur armée pour protéger leur territoire. Donc ils décident de rembarquer. Ils décident de rembarquer, tout à fait. Les 3 corps d'armée qui sont dans le nord de la France. Ok. Alors au départ, c'est vrai que Churchill avait envisagé que d'embarquer à peu près 40 000 soldats. Pour lui, c'était déjà une réussite. Oui, ils n'ont jamais pensé pouvoir embarquer autant d'hommes. Voilà, ce qui a facilité, je dirais, cette expansion en nombre d'hommes, c'est la chance d'avoir une météo clémente pendant le jour. Oui. Tout simplement cette improvisation, mais c'est aussi cette ingéniosité qui a été de mobiliser toute la plaisance britannique pour un maximum. Voilà, tout à fait, pour ramener un maximum de. Et après, c'était l'organisation sur place. On pense toujours que c'était très mal organisé. En fait, non, c'était très bien organisé. Il a fallu organiser l'embarquement en saluant les hommes, avec une police de plage, ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, le mélange de ces différents paramètres. Voilà, donc oui, effectivement, c'était quand même organisé. Voilà, donc ça s'est passé grâce à ça. Voilà. Alors pourquoi le nom d'opération Dynamo? Alors tout simplement parce que c'est une opération à l'origine britannique. Oui. Celui qui gérait cette opération-là, c'était l'amiral Ramsay, qui était en fait le commandant marine à Douvres. Donc il avait ses bureaux d'état-major dans les souterrains du château de Douvres. Et comme c'est des souterrains, il fallait une dynamo pour faire une production électrique. Et quand ils ont décidé de lancer cette opération, ils étaient à côté d'une salle limitée. D'accord, donc c'est tout bête, c'est les circonstances. Parce que de toute façon, pour toute grande opération minière à Lisbonne, comme le département c'est au Nord, ici l'embarquement britannique c'était Dynamo que la présence de cette salle qui est là-bas. Alors parlons un petit peu du musée proprement dit. Déjà le lieu, pouvez-vous nous dire un petit peu l'origine de ce bâtiment? On est ici dans ce qu'on appelle des courtines. C'est donc un bâtiment annexe des batteries qui protégeaient le front de mer, le port de Dunkerque, qui avait été construite. Il y avait une fortification qui datait du milieu du 19e siècle, qui était bastonnée tout autour de Dunkerque. Et on a dans le plan Ancienne Rivière qui était cette refondation des fortifications françaises après la guerre prussienne de 1871. D'accord. On a modifié un peu les fortifications ici front de mer. On a rajouté des bastions plus conséquents avec des bâtiments annexes. Et ici, on est avec chaque bastion était numéroté. Donc il y avait ici juste à côté le bastion 32. Et on est ici dans les bâtiments logistiques du bastion 32. D'accord. En forme de courtine. Donc c'était toujours contre les Allemands. C'était vraiment en prévision. Déjà, on est après 1871. C'est la revanche, bien sûr, Lorraine. Donc on se protège contre un ennemi potentiel qui est surtout l'Allemagne, la nation allemande naissante, puisque la nation allemande est née de la victoire de 71. Le traité de Versailles, pour remonter un petit peu. Donc ce musée est ouvert depuis quand? Alors ce musée est ouvert, il a eu plusieurs histoires. D'accord. Parce qu'en fait,
Ce musée c'est un musée associatif. Il est géré par l'association qui s'appelle le Mémorial du Souvenir, qui avant était l'association pour la création d'unités de guerre. Donc il est né tout doucement dans les années 80. Il y avait déjà une partie du musée des Beaux-Arts de Dunkerque qui était dévolue à l'opération Dynamo. Et finalement, ce musée associatif s'est étendu et avec l'évolution du tourisme de mémoire, l'arrivée de certains films, Oui, voilà, a fait que voilà. Il a pris beaucoup d'expansion avec l'aide de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans votre musée? Combien d'objets sont exposés et d'où proviennent-ils? Je vous pose plusieurs questions en même temps. Alors, je vous dis honnêtement, je ne les ai pas comptés un à un. Non, mais il y en a des milliers. Il y en a des milliers, d'accord. On a aussi des réserves qui d'accord, de faire une rotation. Voilà, exactement. Okay. Il y a trois origines. Il y a la propriété propre du musée qui vient de l'association du souvenir, les souvenirs. Il y a des dons des Dunkerquois. Et il y a le fonds qui appartenait à la ville de Dunkerque qui venait de ce musée qui était au sous-sol du musée des Beaux-Arts de Dunkerque. Donc on a trois sources. D'accord. Et alors quels sont les objets un petit peu plus surprenants? Surprenant, on a quand même, moi ce qui me plaît beaucoup c'est la casquette, où il y a par exemple le képi d'un amiral, d'un général. Parce que c'est vraiment des personnages qui ont comme la casquette de l'amiral Abrial, ou bien le képi du général Beaufrère qui est celui qui a signifié la reddition de Dunkerque le 4 juin. Mais à côté, vous avez aussi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est les objets plus personnels, comme certaines gamelles gravées par des soldats qui étaient sur le front, ou moi je suis vraiment sensible, l'un des rares écussons militaires, notamment des ouvriers espagnols qui étaient passés par Dunkerque. Donc après, je pense que c'est aussi, je pense que le musée, c'est aussi l'émotion. Les gens n'ont pas toujours d'émotion. Oui, voilà, il faut que ça soit un petit peu, ça touche personnellement un peu. Voilà. Chacun prend son émotion. Oui, bien sûr. Après, il y a des choses qui ont, des objets qui ont des valeurs plus historiques, plus vous avez aussi vous avez des véhicules, vous avez des pièces plus rares. Voilà, vous avez tout à fait des uniformes, des choses comme ça. Et alors, est-ce qu'on trouve encore justement des vestiges de cette époque? Oui, on peut encore en trouver, notamment dans les dunes ou bien sur la plage, en fonction de la mouvance du sable par rapport aux tempêtes. Il y a encore des recherches qui se font là-dessus? Non, il n'y a plus. C'est le hasard, quoi, si vous tombez sur... Oui, c'est ça. Parce que après, il y a eu beaucoup, il y a quelques années, des jeunes qui étaient avec des objets pour détecteurs qui trouvaient sur la plage. Maintenant, il y a une loi qui protège maintenant des archéologiques. Donc, et puis surtout que ça peut être des obus, des choses comme ça. Donc maintenant, on n'a plus le droit de d'accord. On en trouve encore parce qu'on se souvient en fonction de la mouvance du sable, et les vents de sable évoluent en fonction des tempêtes, de la mer, des fois des objets qui ressortent. D'accord, ok. Et ça devient de plus en plus rare. Bon, c'est vrai que ça fait 4 ans. Beaucoup de choses au terrain. Alors, combien avez-vous de visiteurs par an à peu près? Alors, je sais qu'il y a eu la période Covid, qui n'a pas été facile pour tout le monde. En moyenne, on va dire 60 000 visiteurs. 60 000 visiteurs par an, d'accord. Avec des journées phares l'été, on va arriver à plus de 600 personnes par jour. Oui, je me doute. Sachant qu'on a aussi une période de fermeture. On se fait fort d'ouvrir tous les jours pendant la période d'ouverture. Donc on a besoin aussi, nous, d'une période de fermeture pour l'entretien, la gestion du musée, l'évolution des expositions. Ce qui fait qu'on a une période de fermeture, je dirais, hivernale, avec une fenêtre d'ouverture pour les fêtes de Noël. Qui vous permet peut-être de renouveler un peu travaux, l'entretien, etc. On est ouvert tous les jours de février jusqu'au mi-novembre. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que le film de Christopher Nolan de Dunkerque vous a amené un afflux de visiteurs? Oui, ça on peut pas. C'est quand même un film qui a un retentissement mondial. Donc on a des gens qui ont en fait pris conscience de l'importance de l'opération Dynamo grâce au film de Christopher Nolan. Donc on a des gens qui viennent du monde entier visiter le musée. On a forcément le public
traditionnels issus du Commonwealth. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de Britanniques, oui, voilà, je suppose. Oui. Mais on a maintenant beaucoup de gens venus d'Europe qui sont des pays limitrophes à la Les pays France. limitrophes, voilà. On a aussi des gens qui viennent des États-Unis, même d'Amérique du Sud. On a vraiment d'accord. Ok. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Votre avis personnel? Alors, je vais vous faire trois réponses. Ah, d'accord. Trois réponses. La première, au niveau cinématographique, c'est une fiction. Oui, c'est voilà, tout à fait. C'est une fiction. Donc, ce qui fait qu'au niveau historien, c'est déjà une vue britannique. Voilà. Mais quand on prend, comme c'est une fiction, forcément, il y a des incohérences par rapport à l'histoire, même si le fond est quand même bien sûr. un développement historique, il y a certaines incohérences. Et ensuite, en tant que Dunkerquois, ce qui a fait bien à Dunkerque, c'est le tournage sur les lieux mêmes de l'opération Dynamo, où la GTS qui a servi à l'embarquement sur tous les troupes britanniques a été reconstituée, où les tournages ont lieu sur la plage et dans les rues de la Seine de Malo. Donc forcément, ça a créé pendant plus d'un mois une grande effervescence, on va dire. Sur Dunkerque, avec aussi les Dunkerquois qui ont répondu en masse aux besoins de figurants. Donc pour eux, c'est des souvenirs énormes. Et en plus, même le tournage a attiré beaucoup de public. Oui, d'accord. Parce que c'était impressionnant à voir, même de loin, c'était impressionnant à voir. Oui, j'imagine. Et forcément, avec la sortie du film, les gens se sont rapprochés du musée, ce qui fait que on peut dire que ça a presque multiplié par 10 aussi. Alors comme vous disiez, c'est un film anglais, donc effectivement on voit pas trop les Français, donc c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage. C'est une fiction. Oui, c'est une fiction. Oui, enfin, puis c'est vraiment, comme c'est anglais, effectivement, c'est fiction plus. Après, il y a des scènes qui sont très bien. Il y a des scènes, notamment en mer, qui sont très bien tournées. Sur les qualités du réalisateur là-dessus, je n'en doute pas. Et puis pour terminer, alors depuis plus de 80 ans, il y a toujours un petit peu une polémique par rapport aux historiens, et puis même par rapport aux Français qui ont vécu cette période. Est-ce que ça peut être considéré pour beaucoup de Français comme une trahison anglaise? Par contre, pour eux, effectivement, c'était une nécessité, j'allais dire vitale, pour continuer la guerre. Alors qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Alors il y a toujours dans les esprits, même encore sur Dunkerque. Oui, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui ont vécu cette période. Ils sont plus forcément encore de l'émotionnel, donc une mauvaise compréhension parce que tout le monde n'a pas compris ni vu ce qui s'est passé. Ensuite, la propagande de Vichy a fait beaucoup de tort à l'image de Dunkerque, puisque c'est servi Dunkerque pour faire sa première propagande anti-britannique. Donc c'est des célages que vous avez laissé le poilu se battre tout seul. En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il est vrai que c'est une opération à l'origine britannique. Donc les Britanniques ont montré que c'était quand même leur opération. Malgré tout, la défense du camp retranché qui a permis de protéger Dunkerque pendant que les soldats embarqués au port et sur les plages, c'était une défense mixte. Voilà, jusqu'au 2 juin. Après, donc les Anglais, en raison de la position des armées sur le territoire au début de l'opération Dynamo, disons que l'Ouest était dévolu à la défense française, les Britanniques ont plus défendu l'Est. Après, il y a eu une défense mixte, et puis après, à la fin, c'est vrai que les Anglais avaient fini d'embarquer pour le 2 juin, c'était fini, il ne restait plus que les Français. Mais quand il ne restait plus que les Français, la marine britannique a grandement aidé au rembarquement des soldats français. Donc s'il n'y avait pas eu la marine britannique, on n'aurait pas eu autant de soldats français qui avaient embarqué. La seule chose qui différencie par rapport au retentissement nationaux de l'opération Dynamo, c'est que pour les Britanniques, c'était un sauvetage qui a permis de ramener leurs hommes sur le territoire. À la Grande-Bretagne. Bizarrement, finalement, ce rembarquement était considéré comme une victoire. C'est pas une victoire, comme disent certains Britanniques, on n'a pas gagné avec la guerre avec Dunkerque, mais s'il n'y avait pas eu Dunkerque, on l'aurait pas eu. D'accord. Donc, puis pour eux, c'est le premier, comme disait Churchill, c'est le premier acte de résistance véritablement vis-à-vis des nazis et de l'armée du Troisième Reich. Le problème, c'est pour les Français,
Ils se sont sauvés, ils sont arrivés en Angleterre sur les 3 ports de Folkestone ou Ramsgate, et ensuite les Britanniques les ont renvoyés. De toute façon, l'armée française voulait aussi récupérer. Parce que le but c'était de récupérer les hommes pour refaire une défense après, soit sur la Bretagne, soit sur la Somme. Donc ils ont débarqué sur Cherbourg et sur Brest. Et en fait, une fois qu'ils ont pris le combat. Donc certains ont évité d'être faits prisonniers à Dunkerque pour partir se battre et ont été prisonniers quelque part. Voilà. D'autres par contre ont réussi à passer en zone libre, ce qui fait qu'après ils vont être démobilisés pour se rester à l'armée. Et bon, c'est une histoire beaucoup plus complexe pour les Français que pour les Britanniques, parce que pour nous, malgré tout, ça fait partie de la défaite de 1940. Oui, voilà, c'est un tout, effectivement. Il y a, voilà, comme vous dites, la propagande de Vichy après a appuyé sur le truc, voilà, bien sûr. Alors maintenant, c'est vrai que depuis un certain temps, il y a une nouvelle relecture de ces événements parce qu'au niveau des historiens, on est sorti de génération. On a changé de génération. Donc il n'y a plus cet affect. Oui, il n'y a plus cet affect qui peut toucher. Ce qui fait que maintenant, on essaie de montrer quand même que Dunkerque, c'est quand même un événement majeur pour l'armée française parce que c'est quand même une résistance pendant plusieurs jours à cette armée d'invasion. Le fameux. Finalement, il y a eu, entre guillemets, il y a eu beaucoup de Dunkerque finalement. Je veux dire de résistance farouche, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image du film La 7e compagnie, où on voit l'armée française qui est toujours en déroute, et c'est vrai que je pense que ça a marqué les esprits. Oui, non, voilà. Ça c'est du micro-pied. Oui. Non mais je veux dire, c'est vrai qu'on a quand même cette image, mais ça a marqué les esprits en disant les Français ils ne sont pas battus. Non, c'est si, quand on regarde le nombre de morts, c'est des fois plus important que certains jours de 98. Et puis on a infligé quand même des pertes aux Allemands. Enfin, on a fait des pertes aux Allemands. Oui. Donc, non, il y a eu des batailles très âpres sur la fronte maritime ici, et qui ont notamment du côté du front de la 2e ligne où les Allemands ont arrêté, même ont gagné un peu de terrain, fait des prisonniers. Donc il y a eu des combats qu'on essaie maintenant de remettre en valeur parce qu'on parle toujours du sacrifice. Tout à fait, oui, tout à fait. On parle toujours du sacrifice de l'armée française pour embarquer. Moi je n'irai pas jusqu'au thème comment on sacrifie parce qu'il y avait cette défense mixte avec les Britanniques, il ne faut pas les oublier. Mais c'est vrai qu'il y a eu des faits d'armes assez importants. Bon, écoutez, Olivier, merci beaucoup de m'avoir accordé cette petite interview. Merci à Gilles aussi d'avoir joué le rôle de caméraman. Écoutez, c'est vraiment très gentil de nous avoir reçus. Merci et à bientôt. Alors, plus que le film de Nolan, je vous conseille de voir ou de revoir Week-end à Zuidcote, un film de Henri Verneuil de 1964 avec Jean-Paul Belmondo. Alors, il joue le rôle du sergent Maya qui tente par tous les moyens de monter sur un bateau pour l'Angleterre. Mais sa rencontre avec une jeune femme va bouleverser ses plans. Il est entouré donc d'une pléiade de second rôle, comme Pierre Mondy, Jean-Pierre Mariel ou François Perrier. Donc je trouve que l'ambiance est plutôt bien représentée, donc avec l'attente sur la plage, les bombardements, les carcasses de matériel et de voitures. Donc voilà, ça m'a plus marqué que le film de Nolan. Voilà, merci à vous donc de m'avoir suivi et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!